Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e cours de philosophie générale consacré à la notion de vérité. Aujourd'hui, nous allons effectuer un retour à la pensée de Descartes et tenter de résoudre un problème, ma foi, tout à fait actuel et très concret. Faut-il chercher la vérité à tout prix? Ou plutôt, est-il toujours possible d'être dans le vrai de manière certaine? D'une part, comme on l'a vu dernièrement avec Popper, chercher la vérité, c'est sans fin pour la simple et bonne raison que dans un cadre scientifique et expérimental, les théories gagnent davantage à se prêter sans cesse à la réfutation plutôt qu'à la falsification ou à échapper aux remises en question ultérieures éventuelles. D'autre part, ce que cela nous a montré, c'est que la vérité en un sens dit objectif, qui repose sur des preuves et qui s'inscrit dans une perspective scientifique, eh bien cela prend du temps, et cela demande de nombreux protocoles expérimentaux, ainsi qu'un long travail de recherche et un esprit critique permanent à l'égard de ce que l'on pourrait penser acquis. Si la recherche de la vérité en un sens scientifique et objectif qui demeure conduite par des expérimentations et par des preuves pouvant créer un changement radical de paradigme dans certains cas est longue, laborieuse et exige un esprit proprement scientifique et savant, alors il convient de se le demander, que reste-t-il de la vérité lorsque l'on manque d'instruction ou de temps pour s'instruire, ou pour chercher la vérité tout simplement, et que l'on n'est ni un scientifique, ni un philosophe des sciences, et certainement pas un vil métaphysicien. Eh bien, Descartes, qui est le grand penseur du doute et de l'attitude scientifique par excellence, a, dans son discours de la méthode, dans la troisième partie de ce dernier, très précisément, examiné ce problème et il lui a fourni une réponse à l'aide d'un concept qui va nous permettre de faire naître un nouveau champ de réflexion, celui de morale provisoire ou morale par provision. Dans la deuxième partie du discours, Descartes a établi quelles étaient les règles de la méthode pour parvenir le plus sûrement au vrai. Vous vous souvenez, si vous avez suivi ma série de vidéos sur la conscience, dans laquelle j'ai consacré une vidéo très complète à l'épistémologie cartésienne, que Descartes fait du doute une méthode pour parvenir au vrai. Le but de la méthode, sur lequel ce fameux discours porte, c'est d'établir les moyens les plus sûrs et les plus valables théoriquement pour parvenir au vrai. C'est ultra théorique, mais pour le résumer, les règles de la méthode sont au nombre de 4. Vous avez le doute, ou le fait de ne rien tenir pour vrai tant que cette chose n'est pas à la fois claire et distincte pour notre esprit, la clarté et la distinction d'une idée étant ce qui fait que l'on ne peut en douter, je le rappelle, la division des problèmes. En gros, il faut diviser les différents problèmes qui se mélangent les uns les autres pour les examiner séparément et mieux les résoudre, sinon tout est embrouillé. La simplicité comme point de départ qui permet d'établir un ordre dans l'examen des objets d'étude. Il faut partir du plus simple pour aborder les notions les plus complexes, ce qui semble assez évident d'ailleurs. Enfin, il faut tout passer en revue parmi l'ensemble de ce que l'on pense connaître pour être sûr de n'avoir rien manqué et de ne pas être dans l'erreur sur un point que l'on aurait oublié. Donc vous pouvez constater que si l'on est cartésien, on ne se prononce pas à la légère sur un sujet, quel qu'il soit, encore moins un sujet polémique et clivant, et que l'on évite d'aller piocher ses sources n'importe où, ça va de soi aussi. Le problème, c'est que Descartes lui-même, qui est pourtant un scientifique et un philosophe majeur du XVIIe siècle, n'a pas forcément le temps de tout examiner dans un ordre rigoureux, ou de pratiquer le doute de façon permanente. Pour le dire autrement, il n'est pas qu'un pur esprit, et il a une vie, et nous-mêmes qui sommes abonnés à la chaîne de Philoman et qui prenons un grand plaisir à l'écouter nous parler de philosophie, nous ne pouvons pas passer notre temps à l'écouter, et il faut bien que nous vaquions à nos occupations. Dans la troisième partie de son discours de la méthode, Descartes compare la vie elle-même à une immense forêt touffue et sombre dans laquelle il est bien difficile de se repérer et dont, pour pouvoir en sortir, nous sommes bien obligés de cesser de pratiquer le doute ou l'attitude critique et scientifique, car l'urgence de la situation nous empêche de remettre en question la validité de chacun de nos pas dans cette immense forêt. Au bout d'un moment, si l'on veut pouvoir sortir de cette immense forêt sombre et touffue,
ou tout simplement avancer dans la vie, puisque c'est une métaphore comme je l'ai expliqué, il va falloir nécessairement, dans l'urgence de l'action, cesser de se fier à la vérité comme un espèce d'idéal d'objectivité scientifique. Il va falloir plutôt se fier au vraisemblable, à défaut de pouvoir être en permanence en présence du vrai, justement. Le vraisemblable, c'est précisément ce qui passe pour vrai, et peut ne pas l'être, tout comme l'être de manière réelle sans qu'on puisse le prouver. Il y a des vérités apparentes ou des semi-vérités qui vont nous dépanner, pour le dire très simplement. Lorsque l'on est dans le brouillard et que l'on ne sait plus quelle décision prendre, quel choix faire exactement. Ces espèces de vérités pratiques destinées à nous permettre d'agir dans l'urgence, ce sont ce que Descartes nomme des morales provisoires. Elles sont provisoires précisément parce que, en tant que principe de nos actions, d'où le terme de morale au pluriel, puisque le champ est ici celui de l'éthique, éthique et morale n'étant pas nécessairement distincts à cette époque-là, elles peuvent ne pas être justes et nécessiter d'être remises en cause par la suite ou invalidées par les faits. Toutefois, ce n'est pas parce que l'on ne sait pas trop quoi faire et que l'on a des hésitations ou des réticences qu'il faut rester bloqué dans la forêt et examiner chaque arbre un à un. Il y a un moment où, même si la raison nous oblige à être irrésolus dans nos jugements, l'urgence de l'action et de la vie courante ne nous permet pas toujours ce luxe, à moins d'être à la retraite ou au chômage et d'avoir le temps de faire des recherches poussées à longueur de journée, et encore, raison pour laquelle il nous faut cette morale par provision. Bon, mais alors ces morales provisoires de Descartes, qui sont seulement vraisemblables, elles ressemblent à quoi? Est-ce qu'il va nous dire à quel principe d'action il obéit faute de mieux, et faute de pouvoir atteindre une vérité scientifiquement fondée? J'y viens. De la même façon qu'il y a 4 règles de la méthode, il y a bien 4 règles d'action, 4 maximes qui constituent les morales par provision. La première consiste, je cite, au fait d'obéir aux lois et coutumes de mon pays. Certains taxeront sans doute Descartes de conformiste, mais il ajoute quand même une petite condition. Il dit également que la coutume de notre pays doit nous servir de base pour prendre nos décisions, mais que les opinions ne doivent être acceptées que si elles demeurent modérées et viennent des gens les plus sensés possibles, tout en étant propres à notre pays. Pour résumer, cela veut dire que si un taré fait des discours qui vont à l'encontre des valeurs de la République française et tient des propos qui n'ont rien de modéré, on n'est pas forcément bête si on s'en méfie. Voilà. Pour le dire autrement, on est dans un pays donné et c'est quand même plus pratique de se fier un minimum aux coutumes et lois de son pays, ainsi qu'aux opinions venant des personnes les plus sensées, parce que faire le contraire, c'est se marginaliser, se mettre potentiellement tout le monde à dos, ceux qui respectent leur pays en tout cas, qui espérons-le sont généralement en majorité, et passer pour un illuminé. Ça, c'est l'influence, on peut le dire, du scepticisme qui est présent chez Descartes, car Sextus Empiricus, un des premiers philosophes sceptiques, nous expliquait précisément qu'il faut respecter la loi seulement parce qu'il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi parce que c'est la loi, pas parce qu'elle est juste, pas parce qu'elle nous paraît légitime, seulement par convention, en fait. Et en un sens, on pourrait dire que Descartes est l'héritier de cette tradition sceptique, pas uniquement au niveau de la théorie de la connaissance, mais même au niveau du champ pratique, vous voyez. Encore une fois, il est possible que celui que j'estime être la personne la plus sensée ne le soit pas, et que je me fasse berner. Et il est également possible que les lois et coutumes de mon pays soient injustes, mais dans la mesure où elles s'appliquent à tous, et dans la mesure où je n'ai pas le temps de tout examiner point par point, et dans la mesure où il est urgent de prendre des décisions, je suis obligé de considérer ce qui m'apparaît comme vraisemblable. Je ne suis pas à l'abri de l'erreur, mais statistiquement j'ai moins de chances de faire d'erreur si je procède ainsi. Ensuite, il y a le fait de ne pas suivre d'opinions qui apparaissent immédiatement comme douteuses et de se montrer ferme et résolu dans nos actions. On n'est pas dans le doute radical des méditations, mais dans une sorte de doute que l'on aurait naturellement lorsque quelqu'un nous dit des choses qui nous paraissent spontanément contestables. La fermeté et la résolution est donc une autre morale par provision qui nous aide à aller de l'avant sans jamais avoir de regrets. L'éthique cartésienne fait de l'absence de regrets une composante essentielle à une vie heureuse par ailleurs. Dans sa correspondance avec Elisabeth, il développe ce point et il explique qu'en fait,
le meilleur moyen d'être heureux, c'est d'avoir bonne conscience après avoir agi. Ce qui rend malheureux pour Descartes, c'est le fait d'avoir des remords ou des regrets, d'avoir mauvaise conscience. Et pour lui, bon, c'est le fait d'agir conformément à la raison qui permet d'éviter ça. Mais en tout cas, là, ce qu'il veut dire, c'est que j'ai plus de chances de vivre heureux si j'agis sans douter par la suite de la valeur de ma précédente action et si j'ai bonne conscience. Donc pour avoir bonne conscience, il vaut mieux agir selon ce qui ne nous paraît pas spontanément contestable ou douteux et agir en se montrant résolu, l'essentiel étant de mener une vie sans regret. Il est possible que je me trompe, mais l'essentiel c'est de ne pas avoir de regrets par la suite. La conscience d'avoir bien agi étant nécessaire pour être heureux. La troisième maxime résulte quant à elle de l'influence décisive que le stoïcisme a pu avoir sur sa philosophie et sur sa manière de penser. Lorsqu'il était à l'école de la Flèche, il s'agit de changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. C'est l'expression qu'emploie ici Descartes. Pour plus de détails sur la pensée propre au stoïcisme, je vous renvoie à ma vieille vidéo sur Épictète, mais en gros, puisque les choses sont comme elles sont, et selon un certain ordre contre lequel je ne peux rien, et puisque par ma raison, j'ai un pouvoir total sur mes pensées qui sont en moi, autant essayer de changer celles-ci, ça sera plus simple que de vouloir changer l'ordre du monde qui est hors de moi et ne dépend pas de ma simple volonté. Ce que Descartes veut dire par là, en faisant de ce précepte à consonance stoïcienne une morale provisoire, et c'est très profond quand on y réfléchit dans le détail, c'est qu'il n'est pas à exclure que l'on puisse changer l'ordre du monde par ses actes, ou en tout cas jouer un rôle qui puisse amener les choses à évoluer, sauf que l'ordre du monde, la manière dont les choses se produisent indépendamment de notre volonté, est plus fort que nous, et qu'il y a de fortes chances qu'en se montrant capricieux, et en voulant conformer le monde à nos désirs, on prenne davantage le risque de se brûler les ailes qu'autre chose, ou d'accroître son malheur en connaissant la désillusion. Le fait de changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde n'a rien d'un impératif absolu, sinon Descartes n'en ferait pas une morale par provision, mais d'un commandement de vie qui demeure vraisemblable dans ses effets pratiques et qui a plus de chances de nous rendre heureux que de vouloir changer directement ce qui ne nous plaît pas. En réalisant un coup d'État, par exemple, ça peut fonctionner et ça peut avoir des effets positifs, sauf que généralement une révolution qui s'accompagne juste après d'un état de prospérité et d'égalité, historiquement parlant, ça arrive très rarement, voire jamais, je vous le dis, et qu'en plus un coup d'État réussi, ça arrive pas bien souvent non plus. Bref, mieux vaut donc changer nos désirs et aspirations plutôt que ce qui peut en constituer spontanément l'objet. Nous nous façonnons nous-mêmes en profondeur, mais nous ne pouvons faire de même à coup sûr sur ce qui nous entoure. C'est ça le sens de cette morale provisoire de Descartes. Enfin, quatrième maxime, Descartes nous dit qu'il va toute sa vie employer à cultiver sa raison et avancer autant que possible dans la recherche du vrai via la méthode prescrite. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Descartes fait de son entreprise philosophique même, ainsi que de la méthode décrite précédemment pour atteindre le vrai, quelque chose de vraisemblable et qu'il va suivre sans le moindre doute, mais quelque chose, et justement ça devient quelque chose dont il ne saurait dire si cela pourrait constituer un commandement de vie pour être heureux et pour atteindre la vérité à coup sûr. Ce que Descartes révèle avec cette maxime indirectement, c'est que tous nos principes, afin de mener une vie digne de ce nom, en cultivant la raison, qui pour Descartes, je le rappelle dans le cadre de sa pensée rationaliste, est ce qui fait de nous des hommes et nous rend dignes de notre humanité, eh bien, ces principes donnent vraisemblablement du sens à notre existence et doivent donc être suivis pour cette simple raison. Mener une vie scientifique comme Descartes, de sage et de savant, est vraisemblablement ce qu'il faut faire si nous voulons atteindre le vrai ou en tout cas nous en rapprocher le plus possible. Vraisemblablement. En tout cas, passer sa vie à se cultiver a vraisemblablement moins de chances de nous être nuisible que le contraire, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Descartes considère son approche philosophique ainsi que sa propre éthique de vie comme quelque chose qui doit être suivi, car vraisemblablement valable. Vraisemblablement seulement. Tout ceci nous amène donc à la question suivante.
Le savoir scientifique, malgré sa crédibilité et sa légitimité, est-il réellement utile dans notre vie de tous les jours, dans la mesure où, on l'a vu, l'urgence de l'action nous oblige à suivre des maximes dont le degré de véracité ne pourra jamais qu'être vraisemblable. Si la vérité scientifique d'une théorie est elle-même susceptible d'être corrigée ultérieurement, et si tout ce savoir ne nous confère pas l'efficacité et le caractère pratique que nous cherchons via des maximes prêtes à l'emploi dans la vie de tous les jours, pour savoir quoi faire, faut-il redéfinir la vérité, non pas seulement ou simplement comme adéquation aux faits, ou comme ce qui résulte d'une preuve empirique, mais comme ce qui est adéquat à la vie même précisément. Existe-t-il une forme de vérité qui serait non pas d'ordre purement théorique, mais exclusivement pratique, comme on vient de le voir, et cette vérité, bien que non objective, peut être considérée comme une vérité? Est-ce que, pour le dire autrement, on peut maquiller le vraisemblable en vérité de façon légitime? Sous prétexte que le vraisemblable, finalement, c'est plus utile que la vérité purement scientifique. Par ailleurs, ça nous amène au point suivant, l'utilité est-il un critère que nous pourrions accepter pour reconsidérer la vérité selon une nouvelle approche philosophique? C'est ce que nous examinerons la prochaine fois en examinant un nouveau courant de pensée que je n'ai pas encore abordé sur cette chaîne, ainsi qu'un auteur que je n'ai plus abordé depuis bien longtemps. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile ou qu'elle vous aura aidé à vous montrer ferme et résolu dans vos décisions, quelles qu'elles soient en ces temps difficiles. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles réflexions philosophiques à propos de la vérité.